Bonjour à tous. Désolée pour ce petit décalage au démarrage. Voilà, c'est pour finir cette semaine de marathon de French FinTech Week avec la journée FinTech et territoire. Aujourd'hui, on va avoir une journée assez dense avec 8 sessions pour faire le tour de France de différents territoires plutôt actifs dans la FinTech avec des spécificités plutôt plus ou moins marquées selon les écosystèmes. Ce matin, on a plutôt une matinée qui va nous amener sur le quart nord-ouest de France, avec les sessions à Brest, Caen, Niort, La Rochelle et Nantes. Et puis cet après-midi, on ira plutôt voir de l'autre côté Paris, Grenoble, Toulouse et la Côte d'Azur. Donc voilà, sans transition, je laisse la parole à la première session qui nous emmène à Brest avec notamment du coup Yann qui va présenter la session et le territoire et Brest avec 3S. Oui, merci Marion. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver de bon matin dans cet événement FinTech et Territoire. Pour cette étape, on démarre effectivement en région, ici à la pointe bretonne, à Brest, pour une thématique dédiée au rôle des jeunes pousses dans la dynamique des écosystèmes locaux. En écho à cette thématique, j'ai le plaisir d'animer cette session depuis nos locaux ici à Brest avec 3S. C'est une structure dont je suis responsable. Brest est une filière d'excellence dédiée au développement et à l'accompagnement des fintechs du Crédit Mutuel Arca. Et la marque Brest est un clin d'œil à notre ancrage territorial, une identité qui à la fois fait référence à nos savoir-faire, à nos compétences, à nos expertises métiers ici en région, dans les services financiers. C'est un projet qui est encore assez récent, que nous avons lancé il y a 2 ans, que nous portons avec beaucoup d'humilité, mais dont l'ambition est de contribuer à notre niveau au développement du secteur fintech et des territoires pour accompagner la transformation dans les services financiers et répondre aux nouvelles attentes de nos clients. Alors, pour le programme de ce matin et pour Brest, nous sommes ensemble là pour les 40 prochaines minutes. On a pris un tout petit peu de retard. On a un très, très beau programme en perspective. Je propose de dérouler la séquence en 2 temps. Tout d'abord, nous aurons une présentation du territoire et de sa singularité dans l'écosystème de l'Ouest breton avec Frédéric Nicolas, suivi d'un échange avec 2 entrepreneurs de la tech qui participent au quotidien et qui œuvrent au quotidien de façon très concrète à la dynamique économique des territoires. Vous pouvez interagir dans le chat, mais le programme étant assez dense, on a pris un tout petit peu de retard. Et pour laisser un maximum de temps de parole aux intervenants, on n'a pas prévu de temps spécifique dédié aux questions-réponses en fin de session. Nous y répondrons plus tard s'il reste du temps. Bon, pour démarrer ce programme et sans plus attendre, très heureux d'accueillir Frédéric Nicolas, délégué général la French Tech Brest Plus. Bonjour Nicolas. Même Frédéric, on peut dire Frédéric. Oui, excuse-moi. Merci d'être là avec nous ce matin. Ouais. Merci de l'invitation sur cet événement. Alors moi, j'ai juste un propos introductif, juste de quelques minutes. Je ne vais pas vous prendre trop longtemps. Juste vous donner quelques éléments de contexte un peu par rapport au territoire. Donc c'est vrai ici on anime la dynamique French Tech, donc sur l'Ouest breton sous le nom de French Tech Brest Plus. Donc c'est-à-dire que dans le plus on retrouve également d'autres villes qui sont impliquées dans le dispositif. On parle de Brest, de Lannion, de Morlaix et de Quimper. Ce que je voulais dire ce matin en présentation du territoire et la singularité, je pense qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup ici sur le territoire, c'est le côté collectif et le côté de fait aussi de la position géographique de l'Ouest breton, de sa péninsularité, le fait de jouer collectif et de jouer beaucoup en circuit court. La force du réseau ici est très forte. Est très importante et nous on essaye de le cultiver, donc puisque la French Tech travaille auprès de l'écosystème des startups, nous on essaye de le cultiver avec du circuit court startup, mais avec d'autres pans de l'économie. Et je pense qu'une des singularités du territoire ici, c'est d'avoir beaucoup de belles entreprises, notamment du tissu des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Il y a beaucoup de sièges en fait ici d'entreprises qui peuvent être industrielles, qui peuvent être agroalimentaires, qui peuvent être dans le tourisme, dans le bâtiment.
Beaucoup d'histoires familiales qui se sont créées à la Pointe Bretonne, beaucoup sur le Finistère. Et du coup, nous, on essaie vraiment de faire résonner ça pour que les startups, pour jouer vraiment un peu la fertilisation croisée, on va dire, entre startups et ces acteurs économiques importants en local. Concrètement, par exemple, nous, ça s'illustre par un événement qu'on fait à bord d'un ferry. Hein. On reste toujours sur cette thématique un peu maritime et un peu atypique. Par exemple, chaque année, on embarque 150 personnes sur un ferry, 50 startups et une dizaine de TI. Donc, encore une fois, des acteurs de l'agroalimentaire, Saveol, la CIL, des acteurs importants, Trécobat dans le bâtiment, etc. Et tous ces gens-là, on vient les faire rencontrer pour donner à la fois des perspectives aux startups et pour permettre d'accélérer un petit peu l'innovation, la digitalisation pour ces grands groupes. Donc ça, je pense que c'est une singularité très forte du territoire. Un autre point fort que je voulais souligner également, c'était le pari sur certaines nouvelles compétences ou nouveaux secteurs. Je pense notamment à l'intelligence artificielle dont on entend de plus en plus parler sur le territoire depuis un an ou deux. Il y a beaucoup de choses qui sont... En fait, on a pris le parti justement de se focaliser et de mettre le curseur un peu plus marqué sur le côté IA. On a lancé un événement, par exemple, qui s'appelle les AI Days.bzh. Et ce qui est important, c'est que, en fait, c'est à la fois pour embarquer à la fois des startups, mais je reboucle encore avec mes histoires d'ETI, etc. C'est important pour elles d'intégrer ces nouveaux enjeux et ces nouvelles compétences. En parallèle de ça, il y a par exemple l'école Microsoft sur l'IA qui s'est lancée également depuis l'année dernière, qui a un vrai rôle sur l'inclusion, donc ça c'est important également. Donc c'est des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, mais avec une vraie appétence sur le numérique, avec un tiers de la promo qui est à niveau infra-bac. Donc ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'à la fois ça raccroche des personnes un peu éloignées de l'emploi dans le numérique, et ça vient irriguer en fait des secteurs, encore une fois, des startups, mais aussi des ETI, qui prennent le pari. Et là, pour reboucler avec l'aspect fintech, là, il y a plusieurs acteurs de la fintech, hein, dont Arkea, par exemple, ou Verling, qui se sont positionnés pour accueillir, par exemple, des apprenants qui participent à l'événement sur la AI Days, parce qu'on sait très bien que l'intelligence artificielle, elle est complètement transversale, et elle va permettre, dans le domaine bancaire, d'anticiper plein de choses, l'attrition des clients, plein de choses, et c'est valable également, on en parlait encore hier ou avant-hier, dans l'agroalimentaire, dans la santé, avec le CHRU qui travaille beaucoup sur l'IA. Donc voilà, c'est un parti pris assez fort, c'est qu'on essaye de travailler là-dessus. Et peut-être dernier focus que je voulais donner ce matin sur l'aspect singularité du territoire, c'est l'aspect talent. Je pense que comme d'autres, on parle beaucoup de recrutement sur le territoire. En plus, la Bretagne, on va dire, a le vent dans le dos suite à la période qu'on a tous vécue, avec beaucoup de personnes aussi qui reviennent ou qui viennent sur le territoire pour s'implanter, parce qu'on a pas mal de choses intéressantes sur le territoire en termes de bien-être, en termes de travail, etc. Et donc, il y a toute une notion d'attractivité au niveau des talents. Et il y a quelque chose qu'on essaye de faire résonner beaucoup, c'est l'aspect mixité aussi. Nous, on organise un événement depuis 3 ans qui s'appelle Femmes et numérique. Donc, on reboucle avec l'aspect numérique et on reboucle avec la présence féminine. C'est aussi montrer que les métiers ne sont pas genrés dans le numérique. On a trop souvent, par exemple, à Brest, il y a un site d'OVH qui a une centaine de collaborateurs. Je crois qu'elles sont que 2 à 3 femmes dans les 100 collaborateurs. Mais il y en a parce qu'il y a moins de candidates au départ, parce que dans les écoles d'ingé, il y a moins de femmes. Enfin bref, il faut remonter quand même relativement en amont pour sensibiliser plus. Mais donc, tous ces enjeux-là sont hyper importants pour nous. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises résilientes. Et je pense que l'entreprise résiliente de demain, c'est celle qui doit s'emparer des sujets qui arrivent, l'intelligence artificielle par exemple, qui doit justement être mix en interne et favoriser la diversité, l'inclusion. Et on pense que tous ces sujets-là sont hyper importants pour continuer à écrire des belles histoires sur le territoire. Voilà, je sais, j'ai pas trop surveillé le timing, si je suis dans les... Non, Frédéric, c'est parfait. On est complètement dans le timing. Donc, si je retiens, gros sens du collectif, l'aspect réseau, proximité, circuit court qui marche, la proximité, tu as rappelé sur la partie ETI, vraiment le match avec la partie startup, des compétences d'avenir sur la partie IA qui font vraiment, et puis tu as nommé l'école Simplon, l'enjeu sur la partie des talents, à la fois de l'accueil, des belles écoles qu'on a ici à la Pointe-Bretagne, et puis l'enjeu de la rétention. Et effectivement, la partie
post-crise un peu sanitaire, l'attractivité renforcée un peu du territoire en cette période. Est-ce que tu as, pour conclure sur un dernier mot, une dynamique qui illustre ou des chiffres qui illustrent un petit peu la dynamique de l'Ouest breton? Quelque chose Ouais, peut-être juste deux choses. Alors ici, on parle à peu près de 20 000 emplois dans le numérique dans l'Ouest breton. Donc, encore une fois, je parle de la dynamique des quatre villes. Donc, c'est à la fois dans les startups, mais évidemment pas que, hein, parce qu'il y a aussi plein de startups qui sont de quelques personnes, etc. Donc, mais en fait, c'est à la fois les emplois dans les startups, les emplois dans, par exemple, on peut penser aux ESN également, etc. Et puis les emplois, encore une fois, je reboucle avec mon histoire d'ETI ou d'entreprise un peu industrielle, traditionnelle, sans que ce soit péjoratif. Mais il y a vraiment un gros vent, évidemment, de digitalisation pour elles, pour qu'elles puissent rester dans la course. Donc, elles ont besoin d'embaucher sur des compétences qu'elles n'avaient pas avant, sur de la cybersécurité, encore une fois, sur de l'IA, sur plein de choses. Donc, voilà, 20 000 emplois à peu près dans le numérique sur l'Ouest breton. Et peut-être pour terminer sur une success story, là, il y a quelques jours, on a eu une très belle histoire aussi sur Entech, une boîte qui est basée à Quimper, qui travaille sur le stockage d'énergie, et là, qui a réussi son introduction en bourse sur le marché d'Euronext Growth. Voilà, donc ça fait partie des belles histoires. Et là, c'est une boîte, ils sont 50 à Quimper, et ils vont ouvrir des antennes un peu partout en France pour devenir un leader français, voire européen dans leur secteur. Donc ça fait partie des belles histoires qu'on cherche à cultiver, quoi. Super, ouais, très très belle histoire. Écoute, merci beaucoup Frédéric, pas si je ne me trompe pas, pour cette Merci à toi. présentation et cet éclairage. Merci pour ta présence ce matin, de nous avoir présenté cette diversité, cette originalité là, des différentes composantes de l'écosystème numérique breton. Tu peux bien évidemment rester avec nous, intervenir en ligne quand tu souhaites. Merci, merci en tout cas pour ta Ça présence. marche. Très bonne suite des travaux. Bonne matinée. Merci à toi Frédéric. Okay. Je vous propose à présent de démarrer une nouvelle séquence sous forme d'une table ronde cette fois-ci, en accueillant deux entrepreneurs. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir et d'inviter à me rejoindre sur scène Serge Apriou et Constantin Wolfram. Bonjour. Bonjour Constantin. Salut Yann. Alors, vous voyez Serge, je ne sais pas si Serge arrive à se connecter. Bon, écoute, on va démarrer. Bonjour. Merci d'être avec nous de bon matin. Moi, je suis très, très heureux, en tout cas, de ta présence au webinaire ce matin et très impatient de t'entendre sur la dynamique des écosystèmes locaux. On verra si Serge arrive à nous rejoindre. Je sais qu'il y avait un petit problème technique ce matin. Pour démarrer, Constantin, comme tu es seul pour l'instant, est-ce que tu peux te présenter, toi, ton équipe, et puis surtout aussi le projet que tu portes en quelques mots? Oui, donc je m'appelle, donc je suis Constantin, je suis un des 3 cofondateurs de Pumpkin, qu'on a lancé il y a 7 ans. On est une petite centaine et on est maintenant à 80% participation du Crédit Mutuel Arkea. Et on est historiquement une application de paiement et de remboursement entre particuliers. On a lancé une carte de paiement qui a pour objectif d'augmenter le pouvoir d'achat de notre base, notamment en travaillant avec des commerçants de tout type, mais beaucoup de commerces de proximité et avec un réseau de distribution qui est aussi basé sur le local, puisqu'on travaille avec 2000 associations et 500 campus étudiants qui nous permettent d'être très ancrés sur le territoire. Ok, très bien. Bon, on va détailler oui. Tout ça, tout l'offre, etc. Mais juste avant ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir, toi, dans ton histoire, dans ton parcours, dans ta vie d'entrepreneur, quel lien un peu à la région, au territoire tu entretenais, comment ça s'est inscrit un petit peu dans ton parcours, cet attachement peut-être au local? Je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes. La première chose, c'est que donc nous, on s'est lancé à Lille, historiquement. En fait, c'est pas forcément si fréquent, pour que ce soit pas à Paris. La chose la plus importante en fait sur le local, c'est que au départ, on n'avait pas de moyens, donc on a fait que du bouche à oreille et on a fait que d'aller sur place dans les événements pour aller développer, vendre notre solution, mais c'était vraiment à la main. Ce qui nous a permis d'être très concentré sur le client final. C'est l'avantage quand même d'avoir du très local et du territoire. Et donc
Et on a, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu atypique. Les 6 premières années, pas dépensé 1 seul euro en acquisition, online, en publicité, et cetera. Parce que tout était concentré sur une stratégie offline de distribution, ce qui nous a permis d'avoir un coût d'acquisition très faible et puis ensuite d'avoir un modèle, plus pérenne que de dépenser, beaucoup avec, de l'acquisition. Donc le territoire local est essentiel depuis le départ et c'est ce qui nous a permis d'exister. Merci Constantin. Alors j'ai l'impression que Serge a réussi à nous rejoindre. Bonjour Serge. Est-ce que tu m'entends? J'ai pas l'impression qu'il m'entend. Ton micro est coupé, Serge. Écoute, si tu arrives à nous rejoindre ou si ça fonctionne, n'hésite pas à intervenir. On va prolonger avec Constantin en attendant. Donc là, tu parlais un tout petit peu de la genèse du projet, Constantin, la façon dont ça s'est construit, la façon dont ça a démarré un petit peu en... Est-ce que ça, c'était quelque chose de voulu dès le début? Est-ce que c'était un peu dans l'ADN du projet? Ou est-ce que finalement, un peu cette raison d'être locale, elle s'est construite aussi au fil de l'eau? Non, elle s'est complètement construite au fil de l'eau. En fait, on s'en est pas rendu compte. Et je vois d'ailleurs, il y a offline. Enfin, quelqu'un me demande ce que veut dire offline. Offline, c'est juste à l'opposé de online, c'est dans le sens où c'est terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication digitale qui est faite, ou très peu. Pas de communication sur les réseaux sociaux, pas de pub en ligne, etc. C'est vraiment de l'événementiel, du concret, du réel. Et donc c'est voilà, c'est ça ce que je veux dire quand je dis une stratégie offline. Et la dimension locale, en fait, au début, c'est juste qu'on n'avait pas de moyens, et donc et il fallait développer des réseaux, et il fallait densifier le territoire en transformant des petits écosystèmes. Et notre stratégie, c'était de mailler l'intégralité du territoire, qu'on a coupé en 6 régions et qu'on a sous-coupé ensuite en une quinzaine de petits départements, mais qui ont été faits par nous. Donc on a complètement émaillé le territoire en 70 petits territoires. On a divisé la France en 70 avec à chaque fois des personnes qui géraient la France, leur propre territoire, pour essayer de dynamiser et de mettre en avant Pumpkin. Et ça s'est construit au tout départ avec un petit écosystème, puis 2, puis 3, puis ensuite on s'est dit ok, on va vraiment quadriller la France. Mais donc c'est pas une stratégie au départ qui a été vraiment voulue dans le sens du local, mais au fur et à mesure on s'est rendu compte en fait de ce qu'on était en train de faire et de ce potentiel-là, avec en fait quand même pas mal d'agilité malgré ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que quadriller le territoire en 70 petites enclaves, ça paraît compliqué, mais en fait c'est assez agile. Et c'est nous, notre principale stratégie pour diffuser la carte, en travaillant maintenant en plus avec beaucoup de commerces de proximité, mais ça c'est venu que depuis 1 an et demi. Ouais, ça, on va le détailler, mais du coup, cette partie locale-là, est-ce que ça a été un vrai axe par rapport aux offres concurrentes de différenciation? C'est un énorme axe. Quand on s'est lancé, on avait 9 concurrents. Maintenant, il y en a plus qu'un des 9 qui est encore là. Et on avait clairement le moins de moyens, puisqu'on a mis 12 000 € en tout pour les 9 premiers mois de lancement. Et on était face à des banques, des startups beaucoup mieux financées que nous, etc. Enfin, clairement, voilà, on avait 12 000 €. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient moins. Et pourtant, on a pu avoir assez vite plusieurs milliers d'utilisateurs avec un vrai usage, justement grâce à cette stratégie très, très territoriale. Ok, parfait. Et écoute, je réessaye avec Serge. Serge, est-ce que tu m'entends? Je te vois. Ça va être le running gag de ce matin. Non, ça ne fonctionne pas. Écoute, Constantin, je te propose... Il faut que je fasse des réponses plus longues alors, c'est ça? Ouais, écoute, non, il y en a le temps. On va pouvoir détailler l'offre. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est l'offre maintenant. Pumpkin, elle s'est construite déjà depuis un moment. On a vu qu'il y a plusieurs modèles. Hein, c'est venu de Pumpkin, entre potes, du remboursement, etc. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail l'offre et nous rappeler peut-être les étapes clés un peu dans la construction de l'offre, parce que maintenant, qui est quand même assez riche avec différents modèles.
Ouais, alors historiquement, donc c'est une application mobile et ce qu'on fait encore, c'est maintenant juste une partie de notre activité, c'est une application mobile de paiement et de remboursement entre particuliers. Donc, si j'ai ton numéro de téléphone, Yann, je peux t'envoyer de l'argent en temps réel, plus besoin de faire de virements. Ça, c'est ce qu'on a lancé il y a 7 ans. Et avec cette base-là, on a une base de 1 500 000 utilisateurs qui utilisent cette solution pour se rembourser tout ou rien, un babysitting, un verre, après un week-end entre amis, une place de ciné, etc. Et donc on a eu une stratégie avec une croissance assez forte voilà, depuis 7 ans parce que intrinsèquement le produit il est viral et les personnes développent autour d'eux. Et là, on a eu une stratégie dès le départ c'est ce que je disais, de quadriller le territoire en travaillant avec des campus étudiants qui permettaient de générer une grosse viralité parce qu'on transformait des écosystèmes de 1000-2000 personnes dans des campus. Et puis ensuite, ces 1000-2000 personnes transformées 3 à 4 nouvelles personnes par an, ce qui nous permettait d'avoir une croissance de x2 tous les 6 mois. Ça, c'est ce qu'on a fait historiquement. Puis plus ça fonctionnait, plus les personnes ont stocké de l'argent sur Pumpkin. Parce que moi, quand j'envoyais, par exemple, 25 €, la personne qui recevait 25 € avec 25 € sur Pumpkin, et les personnes, nos utilisateurs nous ont demandé, en fait, je voudrais pouvoir utiliser cet argent directement chez des commerçants. Initialement, on a essayé de développer notre propre solution d'acceptation, c'est-à-dire de transformer les commerçants avec notre solution professionnelle. En fait, on s'est dit que le plus simple, c'était de se greffer à un réseau d'acceptation existant, qui était le réseau Mastercard. Et donc, on a proposé une carte Mastercard maintenant, il y a 1 an, qu'on a lancé. Cette carte Mastercard, elle a plusieurs avantages. Et donc, on devient une néobanque avec un IBAN français. Une carte qu'on peut utiliser dans le monde entier, une carte qui est gratuite, une carte sans frais quand on dépense son argent à l'étranger, sans plafond. On est les seuls presque de tout le marché à ne pas avoir de plafond, de seuil au-dessus duquel on paye des frais. Et puis, le troisième point, en plus de tout piloter en temps réel, de cette gratuité, le troisième point le plus différenciant, je pense, c'est cette solution qu'on a développée aussi nous-mêmes de cashback, qui fait qu'à chaque fois qu'un particulier va dépenser chez un commerçant partenaire, il gagne de l'argent, et il gagne de l'argent en temps réel. En moyenne, ce montant, il est de 10%, et le but, c'est de faire gagner 200 € par an. Là, on en est déjà à 180 € par an de gains par utilisateur par an quand il utilise cette carte Pumpkin. Et voilà un peu comment les choses se sont orchestrées et comment est arrivée cette idée de cashback. C'est soit des commerces de proximité qui nous ont contactés au départ en disant OK, vous travaillez avec les 2000 personnes autour du campus. Moi, je voudrais plutôt que vous essayiez, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que vous essayiez de les ramener chez moi, ces personnes, plutôt que chez un autre. Et donc, on a dit oui, très bien. Mais donc, dans ce cas-là, il faut leur proposer un avantage. Et cet avantage, c'est le cashback. Donc, on le fait avec des commerces de proximité, tout comme avec des pure players ou des commerçants à échelle nationale comme Franprix, Auchan, etc. Très bien. Et donc, on a bien vu effectivement l'évolution du modèle, l'évolution d'un modèle de paiement entre potes, peer-to-peer, tu en parlais tout à l'heure, Pumpkin entre potes, un modèle B2C qui est devenu une néobanque, la carte, le rôle de la carte, etc. Le Pumpkin Pro qui s'adresse aussi aux assos sur la partie Exactement. encaissement, etc. Ouais, en fait, on est en B2B2C sur la distribution parce que les campus nous permettent de distribuer la partie paiement entre particuliers. Maintenant, ils nous permettent aussi de distribuer la carte. On est en B2B2C sur la distribution aussi parce que les commerçants ont compris que c'est dans leur intérêt que les personnes payent avec une carte Pumpkin plutôt que toute autre carte, puisque ça va leur permettre de mieux fidéliser leur clientèle, mieux la connaître, d'en faire venir éventuellement une nouvelle. Donc, ce sont maintenant les commerçants qui nous mettent en avant pour diffuser et distribuer la carte. Et donc, la distribution, elle est très B2B2C, elle est très aussi offline, et donc assez peu d'une certaine manière digitale, mais ça n'empêche pas d'être scalable. Et puis, enfin, sur juste la partie distribution. Et puis, on est en B2B2C aussi sur le modèle économique, puisque le cashback, c'est une bonne solution, très bonne solution pour ensuite monétiser toute notre communauté, puisqu'on prélève une commission à chaque fois qu'un utilisateur touche du cashback. Le cashback, il est payé par le commerçant, et nous, on prélève une commission là-dessus. Et donc, voilà comment s'orchestre ce modèle, étant donné qu'on est apporteur d'affaires et qu'on aide les commerçants à fidéliser leur clientèle. Et on a des chiffres qui sont vraiment assez concluants et forts. On est vraiment capable d'orienter des comportements d'achat. Et ben c'est cette manière-là qu'on a de pouvoir monétiser notre base de 1 500 000 clients.
Donc, dans toute cette histoire-là, alors sur Pumpkin, ça existe depuis 6-7 ans. J'aurais souhaité voir avec toi comment ça a évolué de côté de l'entreprise, la structuration un petit peu interne et l'accompagnement d'un modèle qui était à la fois national, parce qu'on l'a vu même sur l'offre qui est grand public, sur l'offre aussi de cashback avec des promos sur la partie nationale, etc. Vous avez fait un modèle spécifique aussi sur la partie locale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur la partie locale, comment vous êtes organisé, comment vous êtes structuré. Je parle notamment au relais, au début, sur les campus, au Pumpkin Brand Developers, etc. Sur la partie aussi commerciale, en local, au terrain, comment ça s'est travaillé, comment ça s'est structuré là, au fil des ans, un petit peu sur l'offre Pumpkin. En fait, on s'est énormément inspiré pour la structure du maillage territorial de boîtes qui sont pas du tout. Ah, on t'entend, Serge. Bonne nouvelle. Donc dans ce cas, je vais être un peu plus court peut-être, mais on s'est beaucoup inspiré de solutions comme Coca ou Red Bull, qui je pense est pas forcément commun dans les fintech, mais on a donc divisé la France en 6, et ensuite on a des ambassadeurs qu'on appelle des Pumpkin Brand Developers, qui sont nos oreilles et qui nous remontent les informations de la manière dont les personnes utilisent Pumpkin ou éventuellement utilisent la concurrence et comment est-ce qu'on pourrait s'installer de manière plus pérenne dans ces écosystèmes. Et ensuite, c'est eux aussi qui nous transmettent des informations de quels commerçants aller chercher et qui qualifient notre pipe commercial en disant, si vous allez signer ce commerçant-là, dans ce cas-là, vous allez transformer l'intégralité de cet écosystème, de ce campus, de cette université, mais ça peut être aussi d'un pôle d'entreprise éventuellement. C'est assez large. Et donc, on a 70 ambassadeurs qui nous remontent ces infos, qui sont nos oreilles et qui sont aussi une manière de nous rendre compte de quels sont les commerçants essentiels à aller transformer pour avoir une offre compétitive et pour augmenter le pouvoir d'achat de nos porteurs de cartes le plus significativement possible. Et donc, voilà un peu la manière dont on a structuré cette équipe-là. Et ces Pumpkin Brand Developers, ils sont auto-entrepreneurs, ils ont souvent d'autres missions et on les forme, on les accompagne pour leur permettre de aussi bien diffuser et vendre la solution Pumpkin. Donc, des oreilles sur le terrain, une belle structuration effectivement interne. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'offre était reçue aussi à la partie locale. Moi, ce qui m'intéresse, comment ça s'est construit l'offre sur le terrain. Alors, je me souviens au tout début, sur la partie campus, etc., et sur la partie peer-to-peer, il y a vraiment des retours au terrain avec les étudiants, les personas. Mais comment vous avez eu ces retours-là, un peu feedback terrain? Comment aussi la confrontation de l'offre sur le terrain au niveau local s'est construite? Et avec quel type d'acteurs locaux vous avez finalement collaboré? Oui. Sur la manière dont on a collaboré, déjà, ce qui était essentiel, c'est de pouvoir construire une offre de cashback très très simple pour les commerçants. Nous, l'offre de cashback, il n'y a aucune intégration du côté du commerçant. Donc c'est uniquement contractuel et ils ne payent si et seulement si on leur apporte de nouveaux clients. Ça, c'était essentiel. On s'est dit c'est la seule manière qu'on va avoir, parce que quand on a commencé à les prospecter, tous les commerces, ils disaient j'ai déjà 4 iPads devant moi. Et donc, je vais pas en rajouter un 5e, je vais pas rajouter une nouvelle solution. Et on n'était pas suffisamment influent pour leur dire, OK, on va t'apporter du trafic, puisque c'est clairement le système de l'œuf et la poule. Si on n'a pas de commerçants, on a moins de clients. Si on a moins de clients, on n'a pas assez de commerçants. Donc, il fallait trouver un moyen d'enrôler les commerçants de manière simplissime. Donc, nous, maintenant, on détecte automatiquement que la personne va payer chez le commerçant, ce qui est déjà un point essentiel dans notre relation avec le point de vente. Et ensuite, ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est dans l'alimentaire. Et donc, parce qu'il y a de la fréquence et un usage fort. Et donc, on a ciblé tous les commerçants d'alimentaire en sondant notre base existante et puis en analysant aussi les transactions cartes et en voyant où est-ce que les personnes vont le plus consommer. Souvent, soit on allait voir les numéros 1, soit ce qui marche le mieux, c'était d'aller voir les outsiders dans un écosystème en disant vous êtes numéro 2 mais pas loin du numéro 1. On peut vous aider à devenir numéro 1 et à ce que les personnes consomment plus chez vous. Mais pour ça, il faut une stratégie offensive qui va permettre de communiquer. Et nous, on s'occupe de la mise en relation entre le particulier et le commerçant. Et puis le but, c'est d'accompagner le commerçant. On a aussi développé un système où on est capable de s'adapter à son besoin. Et les besoins, ils sont très différents. Est-ce que je veux faire venir une nouvelle clientèle? Est-ce que je veux augmenter ma fréquence d'achat? Est-ce que je veux augmenter mon mon panier moyen? Et donc, on déclenche le cashback en fonction de ce que souhaite le commerçant. Et donc, on est capable de s'adapter à son besoin.
pour ensuite essayer de faire venir cette clientèle. Le but, c'est de travailler avec ces commerçants sur du long terme. On n'est pas là pour juste faire un coup et les ramener pendant 3 mois, puis après les ramener chez un concurrent. Le but, c'est vraiment de construire une stratégie où on va pérenniser la relation entre le porteur de carte et le commerçant pour lui démontrer qu'on est vraiment capable pour déjà qu'il nous délègue la fidélisation de sa base chez nous, et puis pour démontrer qu'on est vraiment capable de l'accompagner et d'avoir une valeur ajoutée forte et concrète. On parlait de stratégie, là, de clé de réussite un petit peu là, pour implanter et développer le service. Ce qui m'intéressait de t'entendre sur un axe qui est fort, hein, qui est sur Pumpkin, qui est l'axe affinitaire sur la communication et la communication sociale. Comment ça se travaille, ça, une fois qu'on le développe et qu'on déploie la partie locale? Est-ce qu'il y a des spécificités? Comment vous avez réussi à concilier ces éléments un peu de communauté locale dans une communication un peu plus large? En fait, on a effectivement, on a un petit studio de communication, enfin de com en interne, qui permet d'avoir une même ligne directrice, parce qu'effectivement le risque, c'est que nos 2000 associations, tous nos commerçants communiquent trop de manière différente, et donc en fait on n'a plus une ADN de marque suffisamment forte, parce qu'elle est trop diluée en fonction de chaque partenaire, chaque distributeur. Donc on a tout charté pour s'assurer que la communication soit homogène partout en France. Ça c'est le premier point. Et ensuite, réglementairement, de toute manière, on a l'obligation de pouvoir contrôler la manière dont les personnes communiquent sur notre offre. Donc ça facilite presque cette contrainte, en fait, est facilitateur parce que les personnes n'ont pas le choix. Et après, on a effectivement le souhait de communiquer de manière très affinitaire. Donc, quand c'est nous, Pumpkin, qui communiquons, c'est très charté. Ensuite, quand d'autres communiquent, et beaucoup d'autres communiquent sur notre offre, justement, parce que c'est dans leur intérêt, que ce soit parce qu'ils sont apporteurs d'affaires ou parce qu'ils veulent fidéliser leur clientèle. Dans ce cas-là, on communique avec eux, mais on leur laisse pas mal de liberté, parce que en fait, c'est eux qui connaissent leurs clients. Et on n'a pas envie certes, ce sont aussi nos clients, mais c'est quand même une très bonne source pour acquérir de nouveaux clients. Et ces nouveaux clients-là, il y a pas mieux que le commerçant ou le campus ou l'entreprise, pour communiquer auprès de ces utilisateurs-là et pour ensuite les transformer. Et ça a été la force initiale de Pumpkin. C'est-à-dire que c'était pas Pumpkin qui disait c'est trop bien, mets-toi dessus, mais c'était le particulier qui disait télécharge Pumpkin pour que je puisse te rembourser. C'était vraiment important pour nous pour maintenir un effet viral, que ce soit pas Pumpkin qui dise mets-toi sur Pumpkin, mais que ce soit celui qui a déjà la relation de confiance, donc le commerçant, le campus, le pote, le collègue. Et donc ça, c'est un point très important, parce que c'est compliqué sur une carte. Or, en mettant des montants astronomiques de parrainage, de dire vas-y, mets-toi dessus. Les personnes, le particulier, il a aucun intérêt à dire prends la même carte que moi, intrinsèquement. Et donc ça a été un point très important. Et c'est là où la dimension locale aussi, elle est clé, parce qu'il y a cette relation de proximité et de confiance qui se crée. Justement, sur cette proximité de relation de confiance, et pour parler de la partie vraiment pure business, qui est vraiment au service un peu de tout le monde, hein, dans l'offre de Pumpkin, sur la partie cashback, est-ce que tu peux nous dire un mot sur de la valeur? Je trouve vraiment très intéressant sur la partie modèle. Et en l'occurrence, est-ce que tu peux nous parler de supporters militants, notamment, qui est une initiative assez originale qui allie plusieurs acteurs économiques, et notamment aussi le monde des commerçants, aussi du sport, et nous parler un petit peu de cette répartition de créer. Ouais, en fait, ce qui est effectivement très intéressant avec Supporters Militants, donc Supporters Militants, c'est une initiative citoyenne. À l'origine, c'est un grand groupe, j'ai un trou de mémoire, mais on travaille avec le stade de Brest et avec le groupe Le Saint, qui diffuse une carte, donc une carte co-brandée, c'est-à-dire aux couleurs de cette initiative, donc qui s'appelle Supporters Militants. Et quand un porteur de carte supporter militant va aller consommer chez un commerçant cashback, il y a une répartition de la valeur qui va une partie pour l'initiative supporter militant. Supporter militant, l'objectif de cette initiative, c'est de pouvoir financer les clubs de sport amateurs et professionnels.
Une partie revient au porteur de carte. Donc lui, il augmente son pouvoir d'achat et en plus, il redistribue une partie de son cashback directement à supporters militants pour soutenir les clubs de sport amateurs et professionnels, et puis une partie ensuite pour permettre aux distributeurs, c'est-à-dire Pumpkin et le groupe Le Saint, de pouvoir financer et développer cette initiative-là. Donc on voit là la vraie répartition de richesse entre des commerces de proximité, parce que l'objectif, c'est de les mettre en avant et de leur apporter une base de nouveaux utilisateurs. Donc, on leur apporte plus de chiffre d'affaires et puis une meilleure rétention, une meilleure fidélisation. Et à côté, en plus de leur apporter cette nouvelle clientèle, cette clientèle-là va redistribuer sur toute une partie citoyenne, toute cette initiative citoyenne. Et donc, il y a énormément de commerçants à Brest qui proposent du cashback, et c'est des montants qui sont vraiment très importants. C'est 7% chez Decathlon, c'est 10% quand on va au stade de Brest. Enfin, je vais pas faire tous les commerçants. Non, mais Voilà, c'est des montants importants avec des beaux noms pour redynamiser le territoire et aider, en plus après une année compliquée, les clubs amateurs, les clubs de sport amateurs et professionnels, et pouvoir les financer. écoute, merci Constantin. Ce sera les mots de la fin là, sur ces chiffres-là. On a eu des petits problèmes sur l'intervention. On n'a pas eu l'occasion d'entendre Serge. Mais il est déjà l'heure de conclure cette session qui a été riche d'enseignements. Et je tiens à remercier vraiment les intervenants, Frédéric, Nicolas, Serge qui n'a pas pu se connecter, et Constantin, merci pour ta présence ce matin. Je tiens à remercier aussi chaleureusement Cécilia Rivoal qui m'a grandement aidé à organiser et à préparer cet événement. Merci également à Finance Innovation et la Place FinTech. On vous laisse. Bonne fin de matinée à tous. Restez en ligne. La prochaine étape, c'est la direction au Caen pour une très, très belle initiative également sur l'évolution des usages du paiement numérique. Bonne fin de matinée à tous et à bientôt. Merci.